Alors, bonjour tout le monde. Alors, si vous me permettez, on commence l'atelier. Alors, c'est le lancement pour les ateliers de 10 heures. Alors, bienvenue et bonjour. On vous présente un atelier qui s'intitule « Codage et le curriculum avec deux Pierres ». Alors, deux Pierres, on s'entend que c'est un jeu de mots parce que nos deux animateurs sont Pierre Daigle et Pierre Giroir. Alors, Pierre au carré. Alors, je vais prendre du temps pour vous les présenter dans quelques secondes, mais premièrement, je tiens à vous dire que cet atelier est enregistré, fait que veuillez le noter. Ensuite, que les deux Pierres vont répondre à vos questions à un moment précis lors de leur atelier, après une démonstration puis une période d'exploration. Ça fait que gardez vos questions en tête, il y aura un moment pour répondre à vos questions. On vous propose de les écrire. Alors, nos deux animateurs. Alors, je commence par Pierre Daigle. Alors, Pierre, coordonnateur en technopédagogie pour la région sud du Conseil scolaire public du Nord-Est et conseiller pédagogique tactique. Pierre accompagne les écoles élémentaires et secondaires dans la mise en œuvre du continuum des apprentissages à l'ère numérique. Tiens, et tous les dossiers en lien avec la technologie au service de la pédagogie. Alors, on vous rappelle de mettre vos micros en sourdine, s'il vous plaît. Et je vous présente également M. Pierre Giroir, qui est le collaborateur, alors coordonnateur en technopédagogie depuis 2012 pour la région nord du Conseil scolaire public du Nord-Est et Prête. Il accompagne les écoles élémentaires et secondaires dans la mise en œuvre du continuum des apprentissages à l'ère numérique. SIAM, et tous les dossiers en lien avec la technologie au service de la pédagogie. Alors, bienvenue à cet atelier et je vous cède la parole aux deux Pierres. Merci, Joanne. Bienvenue tout le monde, puis merci d'être là. Commençons. Voici la description de notre atelier. Vous l'avez sûrement vu quand vous l'avez choisi. Notre intention, c'est vraiment de demeurer fidèle à ce qu'on a donné comme description de l'atelier. Donc, vraiment ici, c'est que nous autres, on va vous apporter, on va passer à l'action aujourd'hui. Ça va être un des ateliers où vous allez être très actifs, si vous le voulez. Puis aussi, on veut faire tous ces liens-là avec le fameux curriculum de mathématiques. Quand on parle de codage dans le domaine d'algèbre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on espère que l'atelier va répondre à plusieurs de vos questions, va vous donner des pistes et va aussi vous donner des outils que vous pouvez utiliser. Je remercie, pendant que j'ai le temps, là, avant de l'oublier, mon collègue Pierre
c'est le prêtre du conseil, mais qui a bien voulu m'accompagner dans celui-là. Donc, Pierre va garder un coup d'œil sur le clavardage pour moi. On voulait au début vraiment vous apporter, on voulait savoir, je reconnais plein de visages, je reconnais plein de noms aussi. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment avoir un petit peu savoir où vous en êtes par rapport au codage. Donc, vous allez voir un code QR ici sur la présentation. Puis, je ne sais pas si on avait le lien aussi qu'on pourrait mettre dans le clavardage. Donc, 3 petites questions pour vous. Puis, une fois que ça sera fait, mon collègue s'occupe de préparer les résultats sur une des prochaines diapos. Merci, Pierre. Donc, pendant qu'on fait ça, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser l'application Scratch. L'application Scratch, quand on parle de Scratch, puis je pense que tout le monde en a entendu parler, ou presque, puis il y en a peut-être qui l'ont utilisé. C'est un langage de programmation simplifié. Donc, ce n'est pas un langage de programmation professionnel, mais quand même, vous allez voir aujourd'hui qu'il répond très bien aux attentes et contenus du curriculum de mathématiques. Et il est simple à utiliser, il est coloré, il est convivial. Les élèves l'adorent aussi. Puis peut-être mentionner que Scratch a aussi une communauté de Scratchers qu'on appelle. Mais présentement, il y a 91 millions de projets qui sont partagés. Donc, si vous voulez voir des exemples, il y en a. Il y a 81 millions d'utilisateurs. Il y en a plusieurs qui ont juste un projet de partager. Mais il y en a quand même une grande panoplie. Puis il est aussi disponible en 71 langues différentes. Donc, on peut prendre un code, un programme qui a été fait dans une langue, puis en 2 clics, on peut l'avoir dans notre langue aussi. Le résultat, il rentre encore. On va attendre un petit peu. Donc, un petit peu, c'est ça. Donc, peut-être, je ne sais pas si quelqu'un, un petit pouce en l'air, peut-être, pour les gens qui ont déjà utilisé Scratch, peut-être. On en voit quelques-uns, plusieurs. Donc, parfait. Donc, j'espère que il y en a qui ont peut-être de l'expérience, puis il y en a peut-être qui vont me proposer une autre façon de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça serait parfait. J'aime beaucoup ça quand les élèves le font aussi. En programmation, comme dans n'importe quoi, il y a plus qu'une façon de le faire. Si vous êtes des habitués puis vous avez d'autres idées, n'hésitez pas de modifier ce que je vais faire ou d'améliorer ce que je vais faire. C'est toujours une des intentions. Je ne sais pas si nos résultats rentrent toujours. Je commence à ajouter des diagrammes. Donc, un petit peu, juste en attendant aussi, là, voir, pour dresser un petit portrait des gens qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un petit peu ça. On a mis primaire, moyen, puis intermédiaire. Puis vous allez voir que c'est un petit peu difficile. Vous allez voir au fur et à mesure, on va parler du vocabulaire qu'on retrouve dans le curriculum. Puis on va voir que s'en tenir à juste ce qui est en première année, c'est un petit peu difficile à faire parce que l'élève va toujours vouloir aller plus loin. Un petit peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Vous allez voir que ça se fait bien. On va faire un programme ensemble, vraiment en 3 étapes. Évidemment, vous êtes des professionnels, vous avez des experts, puis on va condenser ça dans le petit peu de temps qu'on a ensemble. Dans une salle de classe, on ne le ferait peut-être pas tous, tout dans une période ou une session non plus. Donc voilà. Les réponses des participants qu'on a, donc on a un bon mélange. Les gens sont à l'aise ou sont à l'aise, ni mal à l'aise. Puis on a quelques gens qui sont peut-être un petit peu mal à l'aise et peut-être encore des questions par rapport au codage, comment s'y prendre.
Donc, on espère que l'atelier d'aujourd'hui va vous aider avec ça. Puis, ici, on a des sentiments, donc un mur de mots un petit peu. Avant qu'on commence, donc il y a beaucoup de positifs, j'aime ça. Continuons. On a presque fini avec les diapos, donc on va passer à l'action, ce ne sera pas long. Puis c'est un peu ce que nous recommande Alan Turing. Donc, si vous ne connaissez pas Alan Turing, c'est un mathématicien, informaticien. Donc, la première personne à parler de programmation, et ça dans les années 1930. Donc, un petit peu l'ancêtre ou le responsable de tout le mouvement technologique, le monde technologique d'aujourd'hui. Donc, lui nous dit, on peut l'acquérir par la pratique et l'exemple plutôt que par des livres. Donc, juste lire à propos du codage, c'est pas assez, il faut vraiment passer à l'action. Puis c'est un petit peu ça qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Donc, peut-être des petits trucs, des petits conseils. Donc, en espérant que tout le monde a peut-être accès à un deuxième écran. De cette façon-là, vous allez pouvoir suivre un petit peu ce que moi, je vais faire à mon écran. Dans Teams, puis aussi, vous pouvez avoir un écran où ce que vous allez utiliser Scratch. Le lien est ici, puis mon collègue vient déjà de le mettre. J'ai mis le code QR. Par contre, je ne conseille pas de l'utiliser sur téléphone. C'est un petit peu, c'est pas aussi convivial, là. Il manque un petit peu d'espace sur un petit écran. Un petit truc, une petite astuce. Donc, si vous voulez séparer votre écran en deux, si vous en avez juste un, donc la touche Windows et vos flèches, donc vous pouvez afficher ou choisir un côté de l'écran et séparer un petit peu votre écran en deux pour suivre. Donc, moi, je l'avais déjà ouvert. Donc, ici, voici la page d'accueil. Pour les élèves, souvent, ici, on peut voir que pour les enseignants, c'est parfait. C'est bien d'avoir l'outil de recherche, être capable de rechercher des projets par nom d'auteur aussi pour les gens qui partagent plusieurs projets. Mais pour les élèves, ce n'est pas nécessaire de l'utiliser. Même nous, de notre côté, notre conseil, on déconseille aux élèves de créer un compte. On utilise la version application donc, qui est installée sur les portables des élèves. De cette façon-là, l'élève n'a pas accès nécessairement à la communauté de Scratch. Mais pour le personnel ou les 13 ans et plus, c'est un bel outil. Donc, je vais commencer un nouveau projet. Donc, je commence de Scratch, comme on dirait. Dans Scratch. Donc, pour ceux qui le connaissent, je pense que vous êtes familier un petit peu avec la disposition. Donc, on a toujours notre aperçu avec nos objets. On a nos blocs ici. Donc, on a toutes nos structures de contrôle, donc, qui est mentionné dans notre curriculum de mathématiques. Donc, mon intention aujourd'hui, puis avec vous, c'est de créer un jeu questionnaire. Un jeu questionnaire de multiplication, puis c'est souvent une activité que je vais faire avec un enseignant ou une enseignante qui va me dire, bien, je veux faire du codage, mais je ne sais pas quoi faire. Donc ici, ce serait un jeu, une activité où ce que l'élève apprend à utiliser Scratch et en même temps revoit un petit peu, pratiquer ses faits de mathématiques. Donc, pour les petits, ça pourrait être des additions. Pour les plus vieux, des multiplications. Donc, nous, on va faire multiplication aujourd'hui. Si vous décidez de changer aussi, vous pouvez faire un petit peu l'adapter à votre niveau, peut-être pour les niveaux que vous accompagnez le plus. Donc, ce qui est amusant pour les élèves et pour les adultes, c'est que on peut choisir un petit peu, on peut importer nos propres arrière-plans. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais prendre mon petit terrain de soccer, puis mon petit chat, mon Scratch, il ne va pas jouer au soccer. Donc, je vais aller me chercher quelqu'un. Je vais prendre Jordan, qui a l'air d'une joueuse de soccer. Puis, je vais tout de suite, je la trouve un petit peu petite, je vais l'approcher un petit peu de l'écran. Donc, je vais l'apporter je vais monter ça à 200 pour la taille. Donc, je la vois un petit peu plus grande.
Donc, je vous invite à choisir l'arrière-plan que vous voulez et un personnage ou un sprite qu'on appelle dans Scratch. Puis, faites-moi signe dans le clavardage. Là, Pierre va me garder un œil. Si je vais trop vite, n'hésitez pas de demander un petit peu de temps. Là. Donc, avec Scratch, le centre, c'est là que l'action se passe. C'est là que le code va se retrouver. Puis Scratch fonctionne un petit peu, ce qui part un petit peu notre programme, c'est notre drapeau vert. Donc, c'est toujours le premier bloc que les élèves vont voir. Puis, on explique aux élèves que si on n'a pas notre drapeau, il n'y a rien qui se passe dans Scratch. Malgré que ce n'est pas nécessairement vrai, mais c'est toujours une première étape. Donc, ici, je vais tout de suite, on va tout de suite passer à l'action. Donc, si on parle de faits de mathématiques, donc de multiplication ici, puis justement, je l'ai fait avec une classe cette semaine, puis je voyais les élèves, une fois qu'ils faisaient leur programme, ils vérifiaient, il y avait leur calculatrice, ils voulaient faire certain d'avoir les bonnes réponses, puis pas avoir un programme qui les apportait ou qui récompensait pour des fausses réponses. Donc, notre drapeau, puis tout de suite, on va aller chercher un capteur. Donc, les capteurs, c'est vraiment l'entrée de données. Vous allez voir qu'il y en a plein ici. Puis souvent, ils sont regroupés. Donc, nous, on va utiliser celui qui, justement, pose une question. Donc, même pour les petits, je pourrais faire ça. Puis ici, je pourrais... Donc, je vais prendre mon bloc de questions. Puis vous allez voir aussi qu'avec Scratch, un petit peu comme des blocs aimantés, ils vont s'attacher tout le temps. Si on veut les détacher, il faut les éloigner le plus possible du bloc qui est là. Donc, si je m'en viens ici, puis j'écrirais quel est le produit de 5 et 5, puis je pourrais mettre 5 entre parenthèses. Donc, ça serait une forme très simple de poser la question. Donc, si je l'essaie, puis je peux toujours le prévisualiser ici. Donc, je peux voir ici qu'il y a une boîte qui apparaît où ce que je peux écrire ma réponse. Donc, ici, si je mets 25, évidemment, il n'y a rien qui arrive. Déjà, j'ai 2 blocs de collés ensemble, donc ma séquence est commencée. Première année, on parle d'événements séquentiels, bien déjà avec 2 blocs, on est en train de bâtir notre séquence. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais faire avec les élèves? C'est de leur dire, c'est bien, j'ai une place pour écrire ma réponse, mais là, je fais quoi avec? Donc là, la façon la plus simple, puis je le ferai avec les élèves, même les plus vieux aussi, c'est de dire, bravo, la réponse est 25. Donc là, je l'essayerai, les élèves l'essayeraient, puis il y aurait peut-être une question différente pour chaque élève. Donc, si je mets la bonne réponse, ça fonctionne super bien, mais là, les élèves vont voir que même si j'écris n'importe quoi, je vais avoir le même message. Dans ma séquence, il n'y a rien qui vérifie la réponse. Puis, c'est un petit peu là qu'on veut apporter les élèves. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer, notre programme? Donc, c'est bien, on sait comment poser une question. Je pourrais en faire plusieurs avec l'option dupliquer. Puis là, faire toute une série, une très longue liste de questions. Mais si l'élève peut entrer n'importe quelle réponse, ce n'est pas très, très efficace. Peut-être, je ne sais pas si tout le monde est rendu là, peut-être encore un petit pouce, là, gardez-moi au courant de ce qui se passe. Des fois, je commence à parler un petit peu vite. D'accord. Donc, on veut apporter l'élève à utiliser d'autres blocs parce qu'on veut vérifier notre réponse. On veut confirmer si la réponse est exacte ou si elle ne l'est pas. Puis c'est un petit peu là qu'on va commencer à présenter, même si avec les petits, dans le curriculum, on n'en parle pas, c'est une des façons de faire notre programme. Donc, l'élève peut le comprendre, je l'ai fait avec les petits. Puis là, nos structures de contrôle qu'on va trouver ici, c'est vraiment ça qui va nous aider, donc les conditions. Donc, un si, alors ou un sinon. Donc, ici, parce qu'on veut donner un message différent pour une bonne réponse, puis donner un message si la réponse n'est pas bonne, on va offrir un message différent.
on va laisser ça comme ça. Puis vous avez remarqué dans Scratch aussi que la forme des cases qu'on voit, donc c'est vraiment c'est un indice un petit peu pour les élèves. Donc ici, on va parler de la forme hexagonale qu'on voit ici. On parlerait des opérateurs. Donc vous allez voir la forme ici. Donc ici, on va trouver un opérateur. On veut une égalité. Donc on veut une égalité de, donc ma question plus haut, c'était 5 et 5. Le produit de 5 et 5, c'est 25. Donc, je mets ma réponse ici. Donc, on peut montrer ça à l'élève. Puis, on le ramène un petit peu à l'idée de capteur. Donc, sous la question ou le bloc de questionnement, j'ai aussi un bouton qui s'appelle Réponse. Donc, maintenant, l'ordinateur va faire la vérification. Donc, si la réponse est exacte, elle est 25, il va donner un message. Puis, si ça ne l'est pas, il va donner un message différent. Donc là, je peux retourner à mes blocs d'apparence, puis juste changer mes petits messages ici. Puis on va garder ça très, très simple. Donc, bravo. Puis, désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Oups. Donc, si on a un programme, puis l'élève peut l'utiliser tout le temps, des fois, il va le mettre en plus grand, puis aller l'essayer. Puis ensuite, il pourrait répéter ceci, justement, pour faire plus de questions. Donc, je ne sais pas si tout le monde, ça va. Si on a besoin d'un petit 30 secondes, peut-être une minute. Donc ici, moi, je demanderais aux élèves, donc ce serait peut-être une session où on va dupliquer puis on ajoute plusieurs questions. Parce que je veux les apporter à avoir un code qui va être très long. Nous autres, on ne le fera pas aujourd'hui, mais je veux montrer un petit peu qu'un long code n'est pas nécessairement, parce que c'est long, ne veut pas dire que c'est meilleur. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, puis en 6e année, on parle de code efficace. Donc, si on développe ça, ça nous fait un très long code, mais ce n'est pas un code efficace. Donc là, ça nous amène au prochain niveau parce qu'ici, encore une fois, l'élève, je les apporterais à dire, bien, si je veux faire 25 questions, ça va me prendre beaucoup de temps à faire 25 questions. Ce que je veux faire, c'est que, y a-t-il une façon que ça peut se faire tout seul? Donc, un petit peu ça, on va garder ce qu'on a fait. C'est tout bon, c'est parfait, puis c'est ça qu'on dit aux élèves aussi. On va juste l'améliorer. Donc, ce qu'on veut faire, on veut faire le moins de travail possible. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va ajouter à notre code, puis en même temps, ça nous apporte à utiliser d'autres blocs, puis voir c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur utilité. Donc, ici, on va parler de boucles. Donc, on va parler aussi d'événements répétitifs. Donc, même si on a copié les questions, ça, c'est des événements répétitifs, mais aussi, on a des structures de contrôle qui vont nous aider à faire ça. Donc, vraiment, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller créer des blocs qui n'existent pas. Donc, quand je les crée, donc dans la section orange, j'ai toute une section qui s'appelle des variables. Donc, vous allez me dire peut-être que c'est un petit peu tôt de montrer les variables en 3e, 4e année, mais l'élève, dans ce contexte ici, peut voir un petit peu, c'est un petit peu une introduction, peut voir comment que ça lui permet d'améliorer son code. Donc là, ce que je ferai ici, c'est qu'au lieu d'écrire toujours la question, bien, je vais automatiser ça. Donc ça, pensée computationnelle, donc on veut utiliser l'informatique pour un petit peu automatiser certaines tâches. Donc c'est ce qu'on ferait ici. Donc moi, ce que je vais faire, je vais créer des variables. Je vais en créer une qui s'appelle A. Je vais en créer une deuxième qui s'appelle B. Et je vais en créer une troisième que je vais appeler produit. Donc, si vous allez voir qu'il s'affiche maintenant sur mon écran de prévisualisation, le seul que je ne veux pas, c'est vraiment produit. Donc, ici, je peux voir, là, si je laisse produit, l'élève aurait la réponse une fois qu'on a fini notre code. Donc, on ne veut pas ça. Donc, on peut enlever le petit crochet, comme ça, il ne s'affiche pas à l'écran. Puis, une fois qu'on crée des variables, il faut les définir, nos variables.
ici, vous allez voir dans la même couleur, encore une fois, ce que j'ai besoin de faire, c'est de définir les 3 variables que je viens de créer. Puis vous allez voir un beau petit menu déroulant. Donc, je peux aller choisir, ça va être B, puis je vais définir le produit ici. Puis vous allez voir, présentement, ça dit 0. Donc, on s'en vient à ça. On va retourner voir, puis on parle de mathématiques, notre activité est en mathématiques ici, mais ça pourrait nous servir dans d'autres matières, genre jeu questionnaire, en grammaire ou vocabulaire ou études de phrases, n'importe quoi. Donc ici, je vais voir que j'ai un bloc qui s'appelle nombre aléatoire. De cette façon-là, je vais laisser mon ordinateur choisir, puis on va garder ça très simple. Je vais dire A, ça va être un nombre aléatoire de 1 à 5. Puis même chose pour B, ça va être un nombre aléatoire de 1 à 5 également. Et mon produit, donc définir ma variable de produit, ça va être quoi? Mais mon produit va être, puis ici, je peux voir, j'ai mes opérations ici. Donc ici, je peux voir la petite étoile. Donc à l'ordinateur, si vous travaillez avec Excel, vous savez que l'étoile, c'est notre symbole de multiplication. Donc ici, je peux voir maintenant que mon produit va être égal. Ça va être quoi le produit? Bien, ça va être ma variable A, qui a été choisie aléatoirement, puis ça va être aussi ma variable B. Je vous donne un petit peu de temps. Des fois, ce qui va arriver, c'est que le B va remplacer l'opérateur. Si ça arrive, vous pouvez le sortir, puis juste placer le A et le B, ensuite le remettre dans la petite case. Je vous donne un petit peu de temps pour ça. Parfait. Donc, on est prêt à continuer. On n'est pas loin, donc ça s'en vient. Donc ici, je vais définir, puis ça va aussi changer ma question. Donc ici, maintenant, je n'ai plus besoin de déterminer quels sont les 2 chiffres ou les 2 nombres. Donc, je vais remplacer mon 5 et 5 par A et B parce que ça va se répéter. Donc, on va aller chercher notre boucle. C'est notre prochaine étape. C'est vraiment d'aller répéter. Donc, je m'en vais dans mes structures de contrôle. Donc, il y en a plusieurs ici. Puis, c'est un petit peu ça qu'on commence à parler de structure de contrôle. C'est à partir de 5e année. Donc, on en parle un petit peu plus dans les attentes et contenus. Donc, si je m'en viens ici, puis là, ça serait peut-être une décision de l'élève. Donc, combien de questions est-ce que je veux avoir ou combien de temps est-ce que ça devrait, bien, ça peut être indéfiniment aussi. Donc, ça, souvent, c'est ça. Puis, je dis aux élèves, bien, si vous le faites avec indéfiniment, vous pouvez jouer toute la journée à votre jeu questionnaire. Donc, ici, qu'est-ce que je mets dans ma boucle? Donc, évidemment, je vais mettre ça ici. Il y en a peut-être qui vont remarquer que je vais avoir une erreur ici. Il y en a qui sont très vite à remarquer ça. Donc, il y a une petite erreur, puis souvent, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les élèves. Donc, c'est correct d'en laisser des erreurs parce que souvent, ils vont les découvrir eux-mêmes. Donc, un petit peu ici, ce qui va arriver si je laissais présentement, c'est que je pose ma question avant de définir mes variables. Donc, ce que j'ai besoin, c'est vraiment d'avoir ma question une fois que les variables sont définies. Donc là, je peux insérer tout ça à l'intérieur de ma boucle, attacher ça ensemble. Puis là, c'est le temps d'aller l'essayer. On doit changer notre réponse ici, par contre, parce qu'on vient de changer la question. Donc ici, on va aller voir la réponse qu'on avait déjà. Maintenant, la bonne réponse, c'est le produit, parce que le produit, ça va être A et B. Donc, on essaie ça, on voit si ça fonctionne. Donc, j'ai 3 et 1.
Je clique 3, ça me dit bravo. Si je fais une erreur, ça va me dire, je vais faire une erreur, je vais dire 8. Donc là, mes messages fonctionnent, ça recommence. Donc à chaque fois, mon A, mon B est redéfini, puis ça permet à l'élève de continuer à poser des questions. Puis ici, on peut voir que c'est un programme efficace. Donc, il y a très peu de lignes de code. Puis peut-être, tes élèves qui finissent un petit peu plus vite, mais peut-être qu'ils peuvent ajouter des sons, ils peuvent ajouter, mais l'essentiel du programme est ici. Donc, j'espère que tout le monde a réussi à faire ça. Je vois le temps qui file, donc, mais on est correct. Ça s'en vient bien. Donc, des petits termes qu'on n'a pas vus encore. Puis là, c'est une prochaine étape pour les élèves. On a un beau programme fonctionnel. Je peux jouer toute la journée, pas de problème, mais nos élèves sont compétitifs. Donc, ils vont peut-être dire, je veux savoir combien je n'ai eu bien. Parce que là, je sais que si c'est bien ou si c'est mal, mais je veux savoir si j'en ai plus de bien que la personne assise à côté de moi. Donc, ça, c'est souvent quelque chose qu'ils vont dire. Donc, il y a des façons de faire ça, puis c'est là que l'élève apprend à améliorer son code ou à ajouter à son code. Puis souvent, c'est très surprenant ce qu'ils vont découvrir. Donc, avant de faire ça, donc on va parler de points, mais aussi, une des choses que les élèves vont peut-être mentionner, on veut-tu mettre une limite de temps? Donc là, on pourrait parler de sous-programme ou un événement simultané. Donc là, j'ai l'option dans Scratch d'avoir un autre drapeau vert. Donc, ça serait, j'ai un programme ici, ma séquence principale, donc mon programme de base, mais je peux aussi avoir des événements simultanés. En 7e année, on va dire des sous-programmes. Donc, celui-là serait un genre de sous-programme, puis ça serait d'avoir un genre de minuterie, de chronomètre, puis donner peut-être 1 minute aux élèves pour le faire. Donc, ce que je ferai ici, pour faire ça, j'aurais besoin d'une autre variable. J'ai fouillé dans tous les blocs, je n'ai jamais trouvé ça. Puis vraiment, c'était un défi qu'un élève de 6e m'avait lancé. Y a-t-il une façon de compter le temps? Donc, ici, je vais créer un petit sous-programme. Donc, encore une fois, je vais créer mon propre bloc, ma propre variable. Je veux qu'elle s'affiche. Celle-là, ce n'est pas grave si l'élève le voit. Je veux qu'il le voit. Puis, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Encore une fois, c'est de définir ma variable. Donc, quand je vais cliquer mon drapeau, le temps, je vais le mettre à quoi? Donc, si je donne 1 minute aux élèves, donc je vais mettre 60 secondes. Donc, je peux encore une fois revoir des concepts de mathématiques. Combien de secondes dans 1 minute et tout ça. Je vais faire des belles leçons à partir du même programme pendant peut-être 1 semaine de temps là, ou plus. On peut toujours revenir puis l'améliorer. Donc, ce que j'ai besoin ici, c'est j'ai besoin de commencer à 60. On peut voir que ça s'affiche tout de suite. Donc là, ce que j'ai besoin de faire, c'est encore aller utiliser mes boucles. Donc, dans mes boucles, répéter indéfiniment, c'est peut-être pas celui que je veux parce que je pars de 60 puis je veux m'en aller à 0. Donc, si je m'en vais à une répétition de 60, qu'est-ce que je vais faire 60 fois pour faire diminuer mon montant? Je retourne à ma variable encore dans mes blocs orange. Puis, ce que je peux faire ici, c'est de dire ajouter -1 à temps. Donc, si je l'essaye, puis l'élève a toujours cette option-là, c'est de l'essayer au fur et à mesure. Là, je peux voir qu'il est tombé tout de suite à 0. Ce n'est pas ce que je veux parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de pause. Donc, l'ordinateur l'a enlevé, il les a tout enlevés d'un coup. Je n'ai même pas vu passer. Donc, ce que j'ai besoin, c'est encore une fois d'aller dans mes structures de contrôle. Je dois contrôler ça un petit peu mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 1 seconde à ma boucle. De cette façon-là, ça devrait être beaucoup mieux. Donc, si je m'en viens ici, je peux voir le décompte qui est commencé. Donc, de cette façon-là, l'élève peut continuer après 1 minute, mais vous allez me dire probablement que même si c'est fini et c'est 0, l'élève peut continuer, il peut tricher. Donc, ici, je pourrais ajouter... On demande de ralentir un peu dans le chat. OK. Je t'interromps.
OK, je vous laisse un petit peu de temps pour continuer ça. Est-ce que c'est possible de demander une question? Oui, on Oui, attend. Oui. Oui, merci. J'ai manqué un petit bout, là. Pourquoi on dit ajouter -1 à temps? Ben, les seuls blocs qu'on voit ici dans nos variables, c'est d'ajouter. Donc, c'est pour éliminer ou enlever. Je pourrais faire l'inverse. Je pourrais commencer à 0 puis compter jusqu'à 60 aussi. Donc, si je le mettrais à 0. Mais le -1, c'est un petit peu, ça ajoute un petit peu, genre, pour l'élève, là, ça met un petit peu de pression. Là. Quand il voit qu'il reste 5 secondes, c'est peut-être plus évident comme ça. Donc, on enlève vraiment à notre variable de temps qui a commencé à 60. Est-ce que je peux demander une question aussi? Oui. Alors, j'étais correct, là, parce que j'ai un peu d'expérience avec ça, mais là, j'ai la boîte de produits. Alors, la réponse sur l'écran aussi. Comment est-ce que je peux faire disparaître ça? Si tu retournes à ton menu de variables, tu vas voir ceux que tu veux qu'ils soient affichés sur l'écran sont cochés en bleu. Donc, pour produit, tu peux juste enlever le crochet. Puis, Parfait, merci. Ça. Donc, ici, je peux voir tout mon élément de minuterie. C'est vraiment un sous-programme parce que je pourrais m'en servir exactement le même code dans une autre activité, dans un autre jeu questionnaire. Donc, ça ne fait pas partie de mon code principal ou mon programme principal, je devrais dire, mais ça fait partie, c'est quelque chose que je peux déplacer puis réutiliser. Donc, c'est vraiment la différence entre, je pourrais en avoir un autre aussi, petit drapeau vert, puis avec une musique de fond. Donc, pendant le jeu, ben, je peux entendre de la petite musique. Ça serait plutôt, qu'est-ce qu'on dirait là, en deuxième année, un événement simultané, que pendant que je réponds à mes questions, j'ai de la petite musique. Donc, ici, c'est la même chose, c'est quand même simultané. On peut voir que ça se passe en même temps, sauf que c'est vraiment quelque chose que je peux déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, ici, tout ce qui me manquerait, c'est vraiment, encore une fois, dans mes structures de contrôle, j'ai un beau bloc qui s'appelle Stop To. Donc, après 60 fois, je peux ajouter ce bloc-là, puis le programme se termine, à moins que l'élève reclique le drapeau encore. Donc, ici, ça s'en vient bien, notre affaire. On a presque fini. Je vais vous laisser un petit peu de temps peut-être je vais vous proposer des options pour que vous alliez peut-être explorer un petit peu les blocs qui sont ici. Donc, souvent, les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou ce qu'on leur propose de faire, c'est justement d'aller ajouter des sons. Puis, il y en a d'autres qui vont peut-être dire, bien, tantôt, on a parlé de points, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des suggestions, comment est-ce qu'on peut fonctionner pour des points. Un peu comme on a fonctionné pour le dire bravo. Comme ça pourrait être juste un autre si alors. On ajoute une variable point, puis là, si réponse égale produit, alors ajoute 1 à point. C'est ça. Donc, oui, ça, c'est souvent celui qu'on va faire. Donc, moi, ça serait créer une autre variable qu'on appelle point. Ouais. Je peux faire ça. Puis là, mes points, je dois les définir. Donc, à chaque fois que j'ai une variable, celui-là, est-ce que je le mets dans ma boucle? Probablement pas une bonne idée parce qu'à chaque fois que la boucle recommence, il va retourner à 0. Donc, moi, je veux vraiment, si je continue, donc mes points vont commencer à 0. Puis c'est là, comme Trisha a mentionné, que je peux aller ajouter 1 à mes points pour une bonne réponse. Donc, ça, je veux l'afficher aussi. Puis peut-être l'élève peut voir combien de points est-ce que je peux avoir en 60 secondes. Donc, si on le fait maintenant, je peux voir mon 1 et 3.
Donc, je devrais avoir un point qui s'ajoute pour une bonne réponse. Puis, des fois, les élèves vont même mettre un -1 pour une mauvaise réponse. Donc, de cette façon-là, ils peuvent voir ce qu'ils sont rendus. Ils peuvent jouer, ça peut être compétitif ou ça n'a pas besoin de l'être non plus. Donc, l'élève, souvent, va prendre plaisir là, à personnaliser ça un petit peu avec, justement, des personnages différents, des sons. Souvent, ils s'amusent là-dedans. Une fois qu'ils ont terminé, donc, ça serait la même chose. On pourrait ajouter un bloc ici, tu vois. Déjà, tu as un son en lien avec l'image ou le sprite qui a été choisi. Donc, je pourrais avoir un sifflet à chaque fois qu'il y a une bonne réponse. Bien, j'entends un coup de sifflet, puis je l'ajoute à ma partie bonne réponse. Donc, si la réponse est égale au produit. Je l'ai écrit dans le chat, mais je ne sais pas si tu peux le faire assez rapidement. Est-ce qu'on peut botter une balle quand la réponse est bonne? Oui. Donc là, ça serait d'ajouter un autre sprite. J'en ai-tu une de soccer? On va prendre le ballon ici. Donc là, j'ai un deuxième sprite qui a besoin de son propre programme aussi. Donc là, je pourrais utiliser ça. Puis je pourrais aussi animer mon personnage aussi. Donc, il y a tout cet élément-là aussi que les élèves vont s'amuser à faire parce qu'une fois qu'ils découvrent qu'il y a un onglet costume, donc peu importe ce que je vais choisir, bien, je peux voir que je peux aller d'un costume à l'autre. Donc, celui-ci en a 4. Donc, je pourrais animer ça un petit peu plus, puis rendre ça un petit peu plus attirant. Donc, même chose pour la balle, on pourrait aller ici, puis aller dans nos blocs de mouvement, puis vous pouvez voir aussi qu'on retrouve les coordonnées. Donc, vous n'allez peut-être pas voir là, parce que c'est petit. Donc, si je déplace, vous pouvez voir les coordonnées X, Y aussi vont changer avec l'objet quand il est déplacé sur l'écran. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Je ne sais pas si. Puis, inquiétez-vous pas, j'ai un beau petit résumé de tout ça. Peut-être vous voulez le sauvegarder aussi. Donc, si vous voulez le sauvegarder, si vous n'avez pas de compte Scratch, vous pouvez aller afficher sauvegarder sur votre ordinateur. Quand vous voulez le retravailler, par contre, le petit truc, c'est d'ouvrir Scratch puis de l'importer après. Donc, si on clique sur l'icône, actuellement, il n'y a pas d'application associée à Scratch. Donc, j'espère que ce n'était pas trop intimidant. Donc, j'espère que ça vous a donné un petit peu le goût d'aller l'explorer davantage. Je vais juste revenir à la présentation. Donc, ici, merci à mon collègue Pierre. Pierre a laissé des exemples un petit peu. Lui, il a un petit peu il y a les connaissances cumulatives, donc vraiment d'un niveau à l'autre. Pierre a créé des petits programmes à l'intérieur d'un projet. Vous allez voir qu'il y a peut-être 3 images, 3 sprites, puis vous allez voir le niveau. Mais vous allez voir aussi que si on s'en tient à juste ce que le curriculum nous propose en première année, bien, l'élève, c'est pas un beau. Il va vouloir aller plus loin. Naturellement, il veut en faire plus. Il va vouloir rajouter. Donc ici, vous allez voir ça. Pierre je ne sais pas s'il a déjà mis accès à la présentation, mais en tout cas, les liens sont actifs pour vous. Donc, une autre chose aussi, vous allez voir dans les ressources que moi et Pierre, on a chacun notre collection d'activités qu'on a fait avec nos classes. Donc, vous allez voir qu'il y en a plusieurs pour la littératie. Donc, texte prescrit, tu peux le faire là-dedans. Présenter des concepts scientifiques, l'élève peut faire ça avec les animations et tout ça. J'en ai vu des beaux, comme genre cycle de l'eau, ce que l'élève avait tout animé à l'intérieur de Scratch. Donc, en tout cas, encore des exemples pour vous, puis je devrais laisser Pierre en parler un petit peu plus, mais je pense que j'ai mangé un petit peu du temps qu'il y avait, là, donc... Oui, tu les as pas mal bien présentés. On n'aura peut-être pas le temps d'aller les voir, là, mais c'est ce que, comme tu as dit, c'est juste un projet, genre à la fin de la 3e année, qu'est-ce qu'un élève devrait être en mesure de faire avec toutes les connaissances qui sont présentées dans
dans le programme cadre avec les événements séquentiels, les événements simultanés et les événements répétitifs. Ça, c'est pour le cycle primaire. Puis ensuite, on ajoute un petit peu une couche de complexité pour le cycle moyen avec les instructions conditionnelles puis les structures de contrôle. Donc, c'est un petit peu un projet qui recueille toutes les connaissances qu'un élève pourrait découvrir dans son parcours jusqu'à la 6e année. Et puis, j'ai mis aussi dans le chat le nom de nos profils dans Scratch. Pascal a demandé, merci Pascal de me rappeler de partager ces profils-là. Donc, mon profil, c'est GIROUAP et puis celui de Pierre Daigle, c'est Daigle P. Donc, c'est un peu le but de la communauté Scratch, de s'inspirer des projets des autres, de remixer. Puis c'est ce qu'on essaie de montrer aux élèves aussi, là, de s'inspirer, d'aller apprendre des autres. Parce que c'est comme ça que moi-même, j'ai appris dans Scratch. J'étais allé voir des projets qui existaient déjà. Puis j'ai dit, qu'est-ce que ça fait? Puis si je joue avec ça, qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Donc, on s'inspire un peu des projets des autres. Puis dans le monde de Scratch, ça s'appelle remixer. Donc, tu copies le projet dans ton compte et puis tu peux t'amuser avec pour voir les différentes manipulations possibles avec les codes. Puis vous allez voir à la fin de la présentation, il y a aussi une série de ressources. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais celles-ci sont particulièrement en lien avec un petit peu l'atelier. L'AFEMO a une très belle infographie de codage, donc vous pouvez voir le lien, vous allez le trouver là. Aussi le site web, donc Ontario Math Support, a plein d'activités justement avec Scratch. Scratch lui-même a toute une collection de tutoriels, donc si je le ramène un petit peu ici, vous allez voir plein de projets qui sont présentés étape par étape, donc en créant des jeux. Donc, il y a plein de fonctions, puis aussi des extensions complémentaires. Si vous enseignez la musique, vous n'avez pas d'instrument de musique, Scratch vous permet justement de faire des programmes puis des compositions musicales et tout ça. D'autres ressources, code.org, donc vous connaissez probablement tout ça, mais en tout cas, juste une petite liste ici là, de très bonnes ressources là, à la portée de tous les élèves. Puis, vous allez voir à la fin de la présentation, ou si vous voulez la copie PDF, vous avez le lien ici. Un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, le même programme ou presque. Puis, vous allez voir un petit peu quel vocabulaire on retrouve dans le curriculum. Donc, vous allez voir un petit peu aujourd'hui ce qu'on a fait, mais on a vraiment couvert jusqu'à, si on parle de variables, vraiment, on les mentionne en 9e année. Sauf qu'on peut voir que c'est pas si compliqué que ça, que ça s'applique même chez les petits. Je l'ai fait souvent, même en 3e année. Puis, donc, je pense que c'est... Ouais. Puis là, je ne sais pas s'il y avait des questions, commentaires ou partages, ou est-ce qu'il y en a qui ont trouvé des façons différentes, qui veulent peut-être partager leur écran puis dire, mais moi, je l'ai fait complètement différent de toi, puis qui serait super aussi. Pierre, on nous indique que le lien, ils n'ont pas accès au lien partagé. Oui, je vérifie ça tout de suite. Ah, oui. Non, tout le monde est sage. Tout le monde est sage. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais faire le mot de la fin. Alors, merci beaucoup aux deux Pierre. Là, j'emploie le 2 PR. Alors, suite à votre atelier, je suis certaine que les CP puis par ricochet, nos enseignants se sentent beaucoup plus outillés là, pour présenter le codage à leurs élèves, puis passer à l'action avec les activités puis toutes les ressources que vous avez fournies. Alors, je vous avoue que j'ai commencé de scratch avec Scratch aujourd'hui. Puis, vous m'aviez redonné le goût de faire du codage parce que ça fait partie de ma formation, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ça fait que bravo à vous deux, ça a été fort intéressant. Puis, je vous rappelle que l'atelier est enregistré. Ça fait que pour ceux et celles qui ont le goût de revoir certaines fonctions qui ont été présentées par Pierre et Pierre, bien, vous pouvez toujours écouter de nouveau l'atelier, puis vous allez y avoir accès. Alors, de la part de tous les participants et participantes, bien, je vous dis merci. Merci aux deux Pierre, merci encore.
Et puis, c'est maintenant l'heure du dîner. Alors, et on reprend à midi avec Nadia Rousseau qui va nous entretenir sur l'andragogie. Alors, merci à tous pour votre participation. C'était excellent, les deux Pierre. Merci. Merci, bonne fin de journée. Merci Pierre et Pierre. C'est Sylvie. Je vous souhaite une vraiment belle journée. C'était excellent. Excusez mon arrivée en retard. Je n'avais pas remarqué.